Bonsoir à tous. Merci tout d'abord à Anne Ghisoli et son équipe à la librairie Gallimard de nous accueillir. Nous avons la chance de ce magnifique accueil depuis, je crois, 2020. Nous avons reçu depuis une quarantaine d'intervenants, parfois plus si on compte ceux qui sont passés 2 fois. Toujours un thème, des invités magnifiques, toujours un public nombreux et intense et on vous remercie. Toujours une dédicace, toujours une captation et toujours de formidables affiches, des vitrines magnifiques. Ce soir est également une très belle cérémonie. C'est une rencontre pleine d'émotions parce que nous allons parler d'un jeune centenaire, Raymond Radiguet, avec sa nièce Chloé, avec le neveu de Chloé, Éric, avec Julien Sandre, et avec Rachel Rita, qui va être notre conteuse du soir. Cette rencontre est aussi empreinte de grande émotion, parce qu'elle devait avoir lieu avant, et la sœur de Chloé et la maman de Éric, elle nous a quittés. Mais ce soir, je suis sûre qu'elle est là quelque part à nous entendre. Merci à tous et bienvenue. Alors maintenant, c'est à Éric de commencer. Rossignol, pour bien chanter, ne suffise l'amour l'été. Il faut encore que le blesse les épines du mois de mai. Ainsi les poètes chérissent plus qu'amour d'être mal aimé. Et parfois, s'ils n'y réussissent, de leurs propres flèches se blessent. Si les rayons se hérissent, le soleil c'est pour mieux saigner. Et pourquoi te plaindrais-je, Christ, toi pour qui le ciel tous les jours exige un signe de grand deuil, d'aurore et du couchant qu'il saigne. Rossignol, pour bien chanter, ne suffise l'amour l'été. Il faut encore que le blesse les épines du mois de mai. Merci beaucoup, Éric. Un grand merci. C'est très émouvant d'entendre ce poème chanté par vous. Et je crois que la guitare est une guitare qui vous a été offerte par votre père, Chloé, c'est bien ça? Oui. Donc, c'est une guitare aussi qui a une histoire. Oui, c'est une guitare qui a une histoire. Voilà. Je le mets à quelqu'un d'autre. Voilà, donc on va leur... Promène depuis quelques années maintenant, ouais. Qui m'a été offerte pour mes 12 ans ou 13 ans, donc par mon grand-père, le père de Chloé, et donc le frère de Raymond. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris cette guitare-là ce soir. Merci beaucoup. Pas seulement pour simplifier la logistique. En tout cas, nous en sommes très reconnaissants pour la logistique. Avec aussi. plaisir Voilà. pour tout le monde. Voilà. Chère Chloé, c'est avec vous que je vais commencer. J'ai lu que la grand-mère de Raymond Radiguet, votre oncle, est une descendante de Joséphine de Beauharnais. Donc vous êtes également une descendante de Joséphine de Beauharnais? Par ricochet? Par filiation lointaine. La vie de Raymond Radiguet est une fulgurance. Si peu de temps, une vie, une œuvre. Une guerre, des amis, un monde où les artistes se côtoient, 2 livres majeurs, mais pas seulement. Le Diable au corps, bien sûr, et le bal du comte d'Orgel, et des poèmes. Journaliste aussi, pièces de théâtre, mais nous en reparlerons. Julien, comment vous êtes venu vers Radiguet et vers Chloé? Le contraire, vers Chloé et vers Radiguet. C'est vous qui choisissez. Oui, alors ce sont 2 choses différentes.
Je suis venu à Radiguet, comme beaucoup d'entre nous, je pense, à l'adolescence, évidemment. J'ai lu Le Diable au corps. J'ai lu un peu plus tard Le bal du comte d'Orgel. Et en 1985, je crois, j'ai publié mon premier livre dans une maison d'édition, aujourd'hui disparue. Et la personne qui s'occupait d'un peu tout dans cette maison, mais tout particulièrement des auteurs, s'appelait Chloé Radiguet. Donc je lui ai demandé évidemment si son patronyme avait un rapport avec l'écrivain du même nom. C'était le cas. Et cette rencontre a aussi été la naissance évidemment d'une amitié qui se prolonge aujourd'hui. Amitié qui n'a jamais été dissociée complètement de Raymond Radiguet, évidemment, puisqu'on a beaucoup travaillé, comme certains d'entre vous le savent, depuis, je crois, presque 30 ans, ce qui est même un peu étrange, de travailler pendant 30 années, alors on n'a pas fait que ça, mais pendant 30 années, sur un écrivain qui n'en a vécu que 20. Alors justement, cette œuvre, comment vous avez pu la rassembler? Parce que ça s'est fait presque par édition augmentée, je dirais, non? C'est-à-dire qu'au départ, Julien pensait que 2 romans et un recueil de poèmes, ça allait très, très rapidement terminer. Il a changé d'avis en cours de route. Je savais par mon père qu'il y avait des manuscrits un peu partout, et on est allé les chercher. Je savais aussi qu'il avait publié des articles dans des quotidiens des années 20. Et là, il a fallu se transformer en souris de bibliothèque et chercher beaucoup. On a retrouvé aussi des poèmes inédits, beaucoup de choses. Et puis on a réussi à trouver, mais pas tout pour la première édition, malheureusement. Cela dit, c'était en 93, donc il y avait 70 ans après sa mort. Et il y avait encore des réticences aussi vis-à-vis de Raymond. Donc les gens qui détenaient des manuscrits n'ont pas beaucoup fait signe à ce moment-là. Justement, je me souviens de ça. Voilà. Et donc on a continué, et quand on a travaillé sur les lettres, ça a été pire, parce que les lettres de Raymond Radiguet, on aurait voulu faire une correspondance, comme tout le monde, sauf que les ayants droit des amis et fréquentations de Raymond Radiguet s'opposaient absolument à ce que soient publiées les lettres de leur famille. Donc nous avons fait seulement les lettres retrouvées de Raymond, mais en mettant évidemment en note tout à fait ce qu'il fallait pour savoir de qui on parlait, à qui il s'adressait, etc., etc. Est-ce que les œuvres complètes, cette fois-ci, c'est un peu la fin, ou bien il y a encore à découvrir? Alors, même s'il y a encore à découvrir, je laisse le soin au suivant. Nous, c'est notre dernière édition, parce qu'il faut quand même savoir s'arrêter. Julien? Oui, non, je ne crois pas du tout qu'il y ait encore des choses à découvrir. Il y a dans cette édition qui s'appelle donc « Édition définitive des œuvres complètes », et publiée chez Grasset. Grasset, et on est très heureux de ça, parce que Grasset a été l'éditeur, le premier éditeur du Diable au corps. Et donc aujourd'hui, la maison Grasset accueille cette édition définitive. Évidemment, pour nous, c'est très important. En tout cas, pour revenir au contenu, on a vraiment, je crois, exploré tout ce qui pouvait l'être. Il y a aussi, outre les romans, bien sûr, la poésie, il y a le théâtre, il y a les articles, un essai, mais aussi les œuvres de collaboration avec Max Jacob et avec Jean Cocteau en particulier. Chloé, je sais que vous tenez, et vous l'avez mis dans le magnifique livre, au mot sérieux, un jeune homme sérieux dans les années folles. Pourquoi sérieux? Sérieux, sérieux comme le plaisir qu'il avait à écrire, le plaisir qu'on a à lire, mais sérieux simplement, il ne faut pas oublier qu'il a commencé à gagner sa vie à 14 ans, qu'il écrivait tous les jours des poèmes, des histoires. Il n'a jamais cessé d'écrire. Il a écrit pendant le tiers de sa vie, pendant 7 ans et demi. C'est pas si mal. Et sérieux, c'est vrai que quand il s'en allait en villégiature, oui, c'était pas du tout des vacances. Il travaillait même beaucoup plus qu'à Paris. Il cessait de boire de l'alcool, il buvait du lait et de l'eau.
Et il écrivait tous les jours, mais il écrivait au soleil, dans des paysages magnifiques, et voilà. Mais il écrivait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je reviens aussi un peu sur son enfance. Il habitait donc à Saint-Maur-des-Fossés, en bord de Marne, je crois. Et il est resté, je crois, très fidèle à tout ça. Bien sûr, bien sûr. Quand il est allé vivre à Paris, c'est parce que c'était difficile pour lui de rentrer dans la nuit à Saint-Maur. Oui. Il n'y avait plus de train. Et il allait à pied, ça ne le dérangeait pas, mais il fallait passer par le bois de Vincennes où il y avait le zoo et les félins qui le terrorisaient. Donc il dormait chez l'un ou chez l'autre, par terre, sur une table de cuisine, voilà. Et puis il en a eu assez, parce qu'on comprend. Et donc il habitait Paris, mais tous les dimanches, il allait déjeuner avec sa famille. Et ils faisaient tous rituellement une promenade ensemble sur les bords de Marne. Ça ne s'est jamais démenti. C'est extraordinaire quand même que si jeune, et il est mort très jeune, puisqu'il est mort à 20 ans et demi, voilà, en 1923. Voilà. C'est quand même une œuvre énorme. Considérable, oui, considérable dans les deux sens du terme. Considérable pour ce qui est de la quantité et pour ce qui est de la qualité aussi. Et il avait de nombreux projets. On reproduit d'ailleurs ses plans, ses notes, enfin, beaucoup de choses étaient prévues. Et en effet, c'est tout à fait extraordinaire de découvrir. En particulier, moi j'ai été très frappé par l'œuvre poétique. Oui. Une œuvre poétique aussi considérable. Très souvent, les poèmes qu'on écrit à l'adolescence, si je relis les miens, par exemple, je peux voir qu'ils sont quand même un peu mièvres. Oui. Je ne sais pas s'ils sont mièvres, mais enfin, je dis oui par rapport à... Non, mais vous avez raison de dire oui. Et les poèmes écrits par Raymond Radiguet à 14 ans sont des poèmes d'une incroyable maturité. Oui. Ce qui est très frappant, c'est sa maturité en particulier. Justement, Raymond Radiguet et la poésie les jouent en feu. Si on se souvient de Raymond Radiguet comme d'un écrivain précoce ayant écrit l'un des romans les plus marquants de la littérature française après-guerre, Le Diable au corps, on oublie souvent que c'est par la poésie que son insolent talent s'est d'abord révélé. Je l'ai lu, hein, c'est pas de moi. Les Jours en feu est une œuvre méconnue de Raymond Radiguet et elle a été publiée à titre posthume en 1925. Et nous allons entendre ce qu'il disait lui-même des Jours en feu. Rita va nous lire un passage. Je publie ces poèmes dans l'ordre chronologique. C'est le seul qui leur convienne. Car, loin de chérir cette sorte de colin-maillard auquel des écrivains se livrent avec leurs lecteurs, je n'ai d'autre souci que d'être entendu. En relisant ces poèmes détachés de moi, il me semble qu'ils peuvent apporter quelques lueurs sur un âge assez obscur, le véritable âge ingrat, 16, 17, 18 ans. À ce moment de la vie, les mois ont la valeur d'années. Cette dernière considération m'a décidé à faire lire ces poèmes comme ils furent écrits. J'ai préféré sacrifier à l'agrément typographique plutôt que d'éteindre ces lueurs qui proviennent à la fois des feux naturels à l'aurore et d'incendies moins prévus. Le premier de mes poèmes, Langage des fleurs et des étoiles, est daté de mars 1919, le dernier d'août 1921. C'est à ce moment que je commençais Le Diable au corps. Depuis, je n'ai pas écrit de poème. Mais si celui qui ferme ce recueil s'appelle Un cygne mort, il ne faut y voir aucune malveillance à mon adresse. J'éprouve des sentiments trop tendres envers la clarté pour garder le silence sur le mystère de ces poèmes et feindre de l'ignorer. Ce mystère ne provient nullement d'une esthétique. Il n'est point le résultat d'un pari. Je n'en trouverai pas la justification où l'on a coutume de l'aller chercher. Pourquoi m'autoriserais-je de l'obscurité de certains de mes devanciers? Si l'on me blâme, si l'on me loue, il ne faut louer ou blâmer que moi. Mes poèmes
sont l'expression naturelle d'un mélange de pudeur, de cachotterie propre à l'âge auquel ils ont été écrits. Si tout n'est pas clair, il n'en faut point accuser mes poètes préférés, car c'est Ronsard, Chénier, Malherbe, La Fontaine, Tristan l'Hermite qui m'ont dit ce qu'est la poésie. Merci. Bravo. Ce qu'est la poésie, justement. Vous qui chantez les poèmes de Radiguet, comment vous ressentez cette poésie? Déjà, ça a été assez compliqué d'en choisir par rapport, enfin, au niveau juste technique, par rapport au nombre de rimes, etc. Sinon, moi, je trouve ça très touchant et je trouve que c'est au niveau de la maîtrise déjà de la langue française, ça m'a toujours fasciné et je suis revenu plusieurs fois dans ma vie dessus. Et donc, cette dernière fois-là, ça fait un petit moment que je suis encore revenu dessus et à chaque fois, je suis un petit peu émerveillé, pour vous dire la vérité. Voilà. Après, je trouve qu'ils sont souvent très coquins, mais oui. Comme c'était aussi... Une période, les années folles, bien sûr, après la guerre et tout ça, bien sûr. Et donc, c'est inspirant, mais pas facile à accorder. Pas facile à traiter, on va dire. Voilà. Ce que je peux dire, c'est ça. Merci. Le diable au corps. Marthe avait beau me répéter qu'il était moins inhumain de ne plus flatter l'espoir de Jacques, c'est moi qui l'obligeais de répondre avec douceur. C'est moi qui dictais à sa femme les seules lettres tendres qu'il n'en ait jamais reçues. Elle les écrivait en se cabrant, en pleurant, mais je la menaçais de ne jamais revenir si elle n'obéissait pas. Il était tendre, Radiguet, n'est-ce pas, Chloé? Tendre, je ne sais pas. Attentif. Mais la tendresse chez les Radiguet, pour faire un peu court, c'est pas, ça se démontre pas. Il n'y a pas de caresse, il n'y a pas d'embrassade, c'est plutôt dans la transmission. Par exemple, mon père, qui a été élevé, donc, il est né 3 ans après Raymond, leur mère ne les prenait jamais dans ses bras, et ça ne veut pas dire qu'elle les aimait pas. Le père non plus n'était pas démonstratif. Donc lui, il était assez glacé. Et je me souviens que le jour de mes 25 ans, j'ai voulu le prendre dans mes bras et il a eu un mouvement de recul qui m'a absolument glacé. Mais c'est comme ça qu'ils ont été élevés, c'est comme ça qu'ils se... En revanche, la transmission était très importante. Oui. Le père de Raymond était caricaturiste de presse, sa mère était institutrice. Tous les enfants déjeunaient, même quand ils allaient à l'école, ils déjeunaient à la maison. Et là, on parlait politique, histoire sociale, actualité. Et donc, il y avait aussi comme ça une transmission permanente. Je trouvais vraiment très beau la façon dont il l'a menacé pour ce pauvre homme. En même temps, elle qui ne voulait pas écrire. Enfin, je trouvais ça, comme vous avez dit, il était attentif. Le diable au corps, Julien, est-ce qu'on aurait pu l'écrire aujourd'hui ? On aurait pu le vivre déjà et l'écrire aujourd'hui. Le vivre, certainement. J'espère d'ailleurs que ça se vit partout. Sachant qu'il y a eu... L'écrire, évidemment, oui. Le publier, je n'en suis pas sûr. En effet, on est dans un moment où une certaine pudeur, une certaine censure, enfin, je n'ai pas besoin de développer, se manifeste. Et je pense qu'un éditeur hésiterait aujourd'hui à publier ce livre, comme il hésiterait sans doute à publier Le blé en herbe de Colette ou bien d'autres livres devenus aujourd'hui des classiques, malheureusement. Le diable au corps, on le lisait à l'école. Ça faisait partie des programmes. Radiguet faisait partie des programmes. Il a fait partie des programmes en 1973, après avoir été un peu dans l'enfer des bibliothèques. Ah ouais, mais il n'est plus maintenant au programme, sauf que beaucoup de professeurs de français continuent à le faire connaître à leurs élèves. Toujours par rapport à Radiguet, il avait une notion, je dirais, pour son âge, extraordinaire, une certaine philosophie. Par exemple, il disait « La puissance ne se montre que si l'on en use avec injustice ». C'est extraordinaire quand même pour un jeune d'avoir cette notion de ce qu'est la puissance. C'est une injustice. Mais je crois que les déjeuners dont je parlais étaient très formateurs. Il a aussi travaillé très tôt pour gagner sa vie parce que mon grand-père faisait vivre toute une famille avec ses crobards, comme disaient les gens qui ne connaissent pas la caricature.
Il faisait aussi de la peinture, il faisait des numéros spéciaux dans des tas de journaux qui sont restés célèbres, L'Assiette au beurre, etc. Et j'ai perdu le fil. Mais le fil, c'est que... Pardon. C'est que je crois que Raymond Radiguet a baigné dès l'enfance dans cette famille. C'est une fratrie aussi, c'est une fratrie. Oui, absolument, mais le père, évidemment, le talent principal du père, c'était le regard critique, le sens critique. Tout était constamment discuté et tout était regardé. La vie du monde était regardée avec une certaine distance. Évidemment, autrement, on ne peut pas faire de caricature, on ne peut pas faire de dessin de presse. Et Raymond Radiguet a grandi avec les yeux ou dans les yeux de son père. Enfin, ce regard, lui aussi, a été transmis. Et je crois qu'on le sent. Cette maturité dont je parlais tout à l'heure, elle vient de là, j'en suis à peu près sûr. D'ailleurs, en continuant dans la maturité et cette gravité qu'il avait quand même, il a de la gravité, il écrit « Nous croyons être les premiers à ressentir certains troubles, ne sachant pas que l'amour est comme la poésie, et que tous les amants, même les plus médiocres, s'imaginent qu'ils innovent. » C'est extraordinaire quand même. Une lucidité incroyable, en effet. Les années folles. On ne peut pas oublier le contexte, c'était la sortie de la guerre. La vie à pleines dents. Son rapport avec l'amour, bien sûr, éveil des sens, facilité à séduire, aussi c'était un séducteur, et je crois que les femmes venaient vers lui aussi beaucoup. Et en même temps, il avait beaucoup de panache. Et avec ses pairs, j'ai su que tous ces jeunes, tous ces amis, tout le monde se réunissait au bof sur le toit. Et à sa mort, Cocteau en a tellement fait qu'on l'a appelé le veuf sur le toit, c'est vrai? C'est lui-même qui s'est appelé comme ça. Le veuf sur le toit. C'est lui qui s'est appelé comme ça. Alors, Chloé, je sais que c'est un sujet un peu sensible. Raymond Radiguet et Cocteau, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Un amour non partagé, c'est très difficile à vivre, que Jean Cocteau était évidemment amoureux de Raymond, que Raymond avait le mauvais goût de n'aimer que les femmes, ce qui est quand même un défaut majeur aux yeux de Cocteau, et que c'est les quelques années où ils se sont fréquentés ont été marquées par des scènes qui mettaient mal à l'aise les gens. Pour les 18 ans de Raymond, il y avait un grand déjeuner chez Francis, place de l'Alma, et Raymond Radiguet a vu arriver une jeune femme séduisante, il a beaucoup parlé avec elle, ça a prodigieusement agacé et fait souffrir évidemment Cocteau, qui a renversé la table, il y avait 18 convives quand même. Donc c'est des scènes assez phénoménales, un peu difficiles, mais voilà, c'est vrai que moi, longtemps, j'ai été exaspérée par ce que racontait Cocteau, parce qu'il racontait des choses fausses, parce qu'il a dit, par exemple, après la mort de Raymond, que c'était son élève, alors que de son vivant, il disait que c'était son maître. Des choses comme ça, des glissements de pensée et d'expression qui m'ont fâchée longtemps, mais je ne suis plus fâchée parce que c'est il y a longtemps, plus personne n'est là, mais surtout, je crois avoir pris, à force de lire des textes aussi de Cocteau, des textes de Raymond, la mesure de la souffrance de Jean Cocteau. Il a beaucoup souffert, en effet. Ouais. Julien? Oui, alors évidemment, je suis d'accord avec ce que dit Chloé, et j'ajouterais que, bon, si Jean Cocteau en effet a menti en disant par exemple qu'il avait découvert Raymond Radiguet, alors que vraiment la rencontre déterminante, l'écrivain qui a mis le pied à l'étrier, si j'ose dire, du monde de l'édition, c'est Max Jacob, auquel Raymond Radiguet doit beaucoup. Ensuite, alors ça c'était faux et c'est dommage, mais Max Jacob était mort, Raymond Radiguet était mort, donc Jean Cocteau pouvait raconter ça, même si ça fâchait beaucoup des contemporains, des gens qui étaient encore vivants, je pense à Georges Auric par exemple, oui, ou à Joseph Kessel, qui étaient exaspérés par cette sorte de légende fabriquée par Cocteau, mais Cocteau a passé sa vie
à construire des légendes, et c'est aussi ça son génie, c'est aussi ça son talent. Donc je crois que ça a débordé, en effet, sur la réalité de l'histoire avec Raymond Radiguet. Mais je pense aussi que, a posteriori, si on peut dire ça comme ça, Raymond Radiguet lui doit tout de même de ne jamais avoir disparu. Cocteau a tellement parlé de Radiguet, à la radio, à la télévision, etc., jusqu'à sa mort, qu'il n'a jamais cessé de donner envie de lire Radiguet. Donc moi, je lui suis quand même reconnaissant aussi de ça, même si c'est pour de mauvaises raisons. Enfin, quand je dis mauvaises, il a fait le buzz. Il a fait du buzz autour de Radiguet. Et cette légende, ce couple légendaire, donc Cocteau-Radiguet, continue à contribuer à la célébrité de Raymond Radiguet. Donc voilà. Je voulais parler du bal du comte d'Orgel. Pour moi, ce livre, est bien sûr qu'il est extraordinaire, mais je dirais qu'ils sont trois. Cette femme qui aimait beaucoup son mari, le mari qui ne la voyait plus en quelque sorte, l'ami qui vient, et le mari qui retombe amoureux de sa femme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du bal du comte d'Orgel? Parce que c'est quand même un jeune homme qui a écrit ça. Et là, il y a une maturité aussi extraordinaire dans ce couple à trois et l'amour qui revient comme ça. C'est une figure de style, une figure qu'on retrouve dans la littérature. C'est très moderne. Hein, mais c'est aussi très moderne, ouais. Et c'est éternel. Raymond Radiguet a été beaucoup impressionné par La princesse de Clèves, de Madame de Lafayette, où on retrouve ce trio. Et il ne s'en cachait pas d'ailleurs, il a dit qu'il avait mis ce roman sur son chevalet pour écrire Le bal du comte d'Orgel. Et il a puisé dans sa propre vie, dans la vie aussi de son entourage pour raconter cette histoire. Lui-même s'est trouvé dans une situation en quelque sorte un peu triangulaire. Avec Valentine Hugo. Avec Valentine Hugo, oui, et son mari, mais aussi avec les deux Beaumont, oui. Qui inspirent d'ailleurs vraiment le livre, les personnages du livre. On retrouve le profil psychologique de ses amis et de ces situations dont il s'est quelquefois trouvé. Mais donc le livre est choquant, mais pas à la manière franche du Diable au corps. Mais il est probablement subtilement dérangeant. Il génère un trouble particulier quand on le lit. Et il montre, là encore, que Raymond Radiguet était d'une formidable liberté. Liberté parce que l'histoire témoigne d'une liberté, d'une intelligence, d'une tolérance, de ce que c'est que l'amour. Et aussi, étrangement, insolent parce que c'est un livre classique. Il a repris une forme classique à un moment où on n'écrivait pas du tout comme ça. Et il s'est distingué, singularisé en revenant au classique. Il a une culture classique, une formation classique. Il avait lu tous les livres de la bibliothèque paternelle, des centaines de volumes qu'il avait lus, après s'être fait renvoyer du lycée pour indiscipline. Mais son indiscipline, son insolence, sa soif de liberté l'a toujours conduit à faire ce qu'il entendait, indépendamment des modes, indépendamment des courants, que ce soit dans son œuvre, que ce soit dans sa vie. J'ai beaucoup aimé aussi ce livre, Un jeune homme sérieux dans les années folles, et tous les témoignages. Il y a des témoignages de l'époque, il y a des témoignages, comme vous l'avez expliqué, après des successions que vous avez pu avoir. Ce livre, comment ça s'est fait exactement? Combien de temps vous avez mis à le faire? Mais il y a eu une première édition en 2003, parce que c'était l'anniversaire de la naissance de Raymond, et que donc on nous a demandé de faire un récit de sa vie. Donc on a déjà beaucoup travaillé, on a mis 2 ans à faire ça. Et là, on a appris beaucoup de choses entre-temps, parce qu'avec les lettres, on a appris vraiment des choses intéressantes. On a découvert d'autres trucs, entre guillemets, sur ses relations avec les gens, des témoignages. On a aussi épluché tous les livres des personnes qui écrivaient ou qui étaient célèbres et qui l'ont fréquenté, ou qui l'a fréquenté. Et ça donne aussi, comme ça, on a ces parties qui ne sont pas de nous, et qui sont notre choix, c'est-à-dire Raymond Radiguet vu par des gens assez proches ou pas trop, l'œuvre de Raymond Radiguet vue par aussi,
et puis les textes qui lui sont dédiés, parfois par des gens tout à fait étonnants. Ils sont d'une grande tendresse, certains. Ils sont aussi d'une grande humilité, parce qu'il y avait d'autres, des écrivains qui étaient très connus. Il y a beaucoup, j'ai trouvé vraiment... Bon, il y a d'autres aussi qui ont été perfides. Ah oui, enfin, bien sûr, on n'a pas trié que les éloges, que les choses favorables. On a aussi publié des textes très, très acides. Aragon, par exemple. Oui. Oui, bon, c'est un contemporain d'Aragon et ça n'a pas du tout fonctionné entre eux, comme on dit. Julien, vous avez quelque chose à dire sur le... Je ne sais pas, oui. Chloé est en train de dire très méchamment que Julien a toujours quelque chose à dire, j'ai entendu. Mais c'est toujours intéressant. Bon, voilà. Écoutez, non. En fait, c'est à force de travailler sur l'œuvre, de faire des recherches, de lire, comme l'a dit Chloé, ce qui a été écrit sur Raymond Radiguet, qu'on a... Et puis aussi, Chloé n'a pas parlé de tout ce que son père, parce qu'il y avait dans la famille aussi, qui alimente cette biographie. On a essayé... Moi, ce qui m'intéressait, c'était que cette biographie ne soit pas une énième biographie, un peu scolaire, universitaire, etc. Ça ne m'intéresse pas. Là, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer d'y rapporter, d'y faire passer tout ce qu'il y a dans la mémoire familiale et de le rendre le plus vivant possible avec des anecdotes. Enfin, on a réussi aussi, à force de travail, enfin, il y a 30 ans de recherche ou de travail de fourmi, on a réussi à reconstituer son emploi du temps. À certains moments, c'est très étonnant. C'est presque jour par jour. Donc, l'idée, c'était vraiment de le faire revivre et de le faire percevoir avec une dimension affective aussi, familiale, pas seulement universitaire. Je voudrais juste dire que moi, j'avais évidemment envie de mettre sur le papier tout ce que m'avait dit mon père. J'avais pris des notes à partir d'un certain moment. Je me suis dit, je l'ai prévenu, je me suis dit qu'il fallait écrire tout ce qu'il me racontait parce que je n'allais pas garder tout en mémoire. Donc j'avais quand même un certain nombre de feuillets écrits. Et quand on a commencé à vouloir travailler sur la biographie, je les ai pas retrouvés. Donc on a commencé à travailler sur ce qu'on avait par ailleurs. J'ai demandé à Julien Sandre de travailler avec moi. Je lui ai proposé de travailler avec moi parce que j'étais sûre que Radiguet l'intéresserait, mais aussi parce que justement, moi j'ai le côté mémoire affective, mémoire familiale. Je voulais que ça reste, comment dire, pas tout à fait subjectif, mais pas tout à fait objectif. Vous aviez besoin de quelqu'un qui ait la distance. Voilà, je voulais quelqu'un qui ait la distance que moi je n'avais pas. Oui. La distance me manque sur ce sujet-là en tout cas. Et vous, quand vous avez découvert tout ça, parce que quand même vous êtes, c'est pas évident, c'est quand même l'histoire de la famille. Moi j'ai découvert ça très simplement. Mon grand-père, donc le frère, avait chez lui essentiellement des livres et du bon vin. Donc vous lisiez les livres et vous buviez de bon vin. C'est à peu près ça. Voilà, c'est pas mal. J'ai cru que le bon vin était le vin normal jusqu'à ce que je me rende compte que le vin normal, c'était pas ça. Voilà. Et c'est un peu pareil, je pense, peut-être pour la littérature aussi. Hein. J'ai beaucoup lu. Après, j'ai arrêté. Je me suis mis à la musique plutôt, mais voilà. Il y avait aussi beaucoup de livres chez ma mère. C'était assez impressionnant quand même, voilà. Et c'est vrai qu'au décès de mon grand-père, le nombre de cartons de livres qui sont partis chez tous les enfants, c'était quand même waouh. C'est un bel héritage. Voilà. C'est le patrimoine. Ouais, c'était volumineux aussi. Julien, je me souviens que je crois que c'était vous aviez été, je ne sais plus chez qui, pour trouver dans la correspondance et on vous avait dit il n'y a rien. Et après vous êtes revenu, je crois que chez... Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Vous êtes remonté, on vous a montré qu'il y avait des cartons quand même qui étaient pleins. Ah, oui, c'est alors. Oui. Non, mais justement, nous sommes allés, Chloé et moi, chez Jean Cocteau, oui, à Milly-la-Forêt. Oui. Et le fils adoptif de Jean Cocteau, Édouard d'Hermite, qu'on appelait Doudou, vivait dans la maison de Milly. Oui. Et bon, son accueil était relativement froid, poli, charmant, c'était un homme charmant.
Mais il n'avait pas très envie parce que je crois que pendant toute la période qu'il a passée avec Jean Cocteau, il a entendu Jean Cocteau lui dire « Radiguet, Radiguet, Radiguet ». Radiguet était plus beau que toi, plus intelligent, plus cultivé, etc. Donc il n'avait pas une sympathie particulière pour ce Raymond Radiguet, qu'il n'avait évidemment jamais connu. Mais il nous a indiqué qu'il y avait dans le grenier de la maison un grand carton sur lequel était écrit Raymond. Et que peut-être c'était Radiguet. Donc en effet, on a descendu ce carton du grenier, et ce carton était plein de manuscrits de Raymond Radiguet. Alors pas seulement des lettres, hein, aussi des textes. Et on a évidemment exploré, enfin, on est revenu avec un photocopieur portable. Oui, je me rappelle cette histoire, j'adore cette histoire. Et on a absolument tout photocopié sans chercher à comprendre de quoi il s'agissait. Et ensuite, on a passé des semaines et des semaines à déchiffrer ces manuscrits. Et là, l'aide de Chloé m'a été très précieuse parce qu'elle a remarqué tout de suite que l'écriture de Raymond Radiguet était pratiquement la même que celle de son père, Paul. C'est fou, ça. Mais parce que parfois, des textes ont dû être écrits dans un état second, je ne sais pas, après de l'alcool, de la drogue, etc. Bon. Et donc, c'était pas toujours très très facile à déchiffrer, mais Chloé arrivait toujours à reconnaître ou à comprendre le mot là où moi je butais. Mais on était comme ça, chacun avec notre loupe, en train d'explorer ces papiers. C'est un trésor. C'est à peu près, je ne sais pas, un tiers au moins de la première édition des œuvres complètes. C'est ce carton que nous avons trouvé chez Jean Cocteau. Je sais que vous avez peut-être passé un peu dans beaucoup de librairies, à la radio, dans les journaux. Vous avez beaucoup dit sur Radiguet. Qu'est-ce que vous aimeriez dire ce soir, peut-être, que vous n'avez pas dit, qu'on ne vous a pas posé comme question, même moi, je ne sais pas. Et vous allez nous poser des questions. Non, mais je voudrais simplement savoir ce que vous attendez encore, parce que ce livre, premièrement, il est très beau. Tous les deux sont très beaux. Les couvertures sont splendides. Qui a choisi les couvertures? Alors, ce sont les éditeurs. Oui. On leur a signalé les photos les plus belles et ils ont trouvé que oui, c'était une bonne idée. Grasset a pris une photo de Man Ray où c'est l'année 23. C'est 23. Donc au moment où le Diable au corps est sorti. Et là, c'est une photo de Man Ray qui est très intéressante. Elle est antérieure de 2 ans, je crois. Et l'ombre du visage de Raymond est presque plus importante que son visage. Comme s'il savait que la trace qu'il allait laisser serait plus importante que sa vie, plus longue que sa vie. Enfin bon, là, on a eu droit à des propositions de maquettes pour Lafon, ce qui n'a pas été le cas chez Grasset parce que voilà, il ne fonctionne pas de la même manière. Mais ça a été très bien parce qu'il avait trouvé des choses, le Thierry Billard qui attendait avec impatience de publier la biographie de Radiguet. Il avait proposé de la faire en 2003, mais voilà, on avait déjà un contrat. Et là, ça a été vraiment un grand plaisir, un grand plaisir. Ces deux couvertures sont magnifiques. Et pour les œuvres complètes, elles font honneur à ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, c'est magnifique. Quand il est décédé, est-ce que la famille a eu immédiatement l'ampleur de cette œuvre? Est-ce qu'on a tout de suite senti l'ampleur de cette œuvre? Ou bien on était au chagrin et après? Ah oui, ça, je pense que c'était le chagrin qui primait surtout. Oui. Mais c'est pas... Parce que c'est une œuvre quand même. Oui, mais c'est difficile parce que il n'y avait pas conscience de l'œuvre puisque c'était en train de se faire. Donc ça a été plus visible et après. C'est-à-dire en 24, quand les poésies sont parues, en 25, quand le Comte d'Angèle est paru, là, ça commençait à vraiment être perçu, comme ça, pas seulement par la famille, plus par l'extérieur que par la famille. Si on devait dire, cher Julien, si Radiguet m'était compté, vous direz quoi en quelques mots? Alors là, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment vous parlerez de lui, comme ça? S'il était là, par exemple, quelqu'un qui est là avec nous. Il est avec nous.
Bah oui. Écoutez, pour moi, c'est un exemple. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, a osé faire ce qu'il entendait. Je l'ai déjà dit, je le répète, je pense qu'on n'ose pas toujours, qu'on n'ose pas assez. Les gens que j'estime ou que j'admire sont les gens qui osent. Et donc, voilà, merci Raymond Radiguet d'avoir montré un chemin de liberté, malheureusement très vite interrompu. Mais quelle liberté! Donc, quelle liberté! Chloé. Moi, ce qui me frappe dans l'œuvre de Radiguet, c'est la diversité des genres abordés. Parce que poésie, articles de presse, théâtre, scénette, première scénette dans le Canard enchaîné, c'est bien, essais littéraires, romans, contes et les projets, etc. Il a abordé presque tous les genres littéraires et quand même avec un certain bonheur, il faut le reconnaître. Je sais qu'il aimait à se faire plus vieux. Il avait une canne. Ah oui, c'est-à-dire que quand on a 15 ans et qu'il y a des gens qui ont 5 ou 10 ans plus que vous, on a toujours peur de ne pas être pris au sérieux. Donc il a toujours triché. En écrivant à des gens pour leur proposer des poèmes, il se visite de 2 ou 3 ans, histoire de... Voilà. Et puis quand il arrive, évidemment, il est habillé plutôt mal parce qu'ils ne sont pas riches et qu'il a une veste qui était celle de son père, alors elle est trop grande, les pantalons c'est pareil, il tire-bouchonne sur les chaussures. On fait de lui des portraits d'une tristesse absolue parce que c'est comme ça. Mais il y a son regard qui a toujours retenu l'attention, un regard assez perçant, présent. Il était myope, mais on disait de lui qu'il voyait tout ce que personne ne voit. Je souhaite revenir à cette période où il partait en villégiature. Pendant que les autres passaient des nuits blanches et le matin il dormait, lui il partait écrire, il buvait du lait comme vous avez dit, et les gens des villégiatures où ils étaient l'aimaient beaucoup. Oui, je crois que c'était aussi l'une de ses qualités. Il s'intéressait aux gens, il s'intéressait à tout et à tous. Sans exclusive, il n'était pas du tout dans une démarche, je ne sais pas, élitiste. Donc, il a été bien perçu partout, il s'intéressait à tout. Il n'a pas toujours été bien perçu par tous. Oui. Je dis, par exemple, Madame Cocteau était très inquiète à l'idée que son fils allait entretenir Raymond Radiguet, ce qui n'était pas le cas, jamais. Il était trop orgueilleux, à mon avis, de toute façon, pour une telle situation. Mais il a gagné sa vie assez rapidement, en étant secrétaire de rédaction de revues, etc. Puis il a été confronté au monde de la presse et guidé par son père, quand même. Mais il a toujours, quand même, gagné sa vie et dépensé son argent à sa guise, en donnant un quart de ce qu'il gagnait à ses parents. C'est très beau ce que vous nous racontez de la famille, parce qu'on a tendance à penser que Radiguet comme ça, sorti pas de nulle part, mais on ne pense pas qu'il avait une famille, une fratrie, on mangeait tous les dimanches ensemble, enfin, il y avait des livres, c'est important, je crois aussi pour vous d'avoir amené tout ça. Oui, et puis par exemple, il faisait des cadeaux à ses frères et sœurs. Quand sa sœur a eu le certificat d'études, il lui a fait un cadeau. Quand elle a gagné un concours de natation, il lui a fait un autre cadeau. C'est-à-dire une semaine de vacances à la mer, ce qui était absolument phénoménal pour elle. Mais voilà, c'était quelqu'un de plutôt généreux, à sa mesure. Comment, aujourd'hui, quand on lit Radiguet, on a l'impression vraiment comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est très contemporain. On n'a pas l'impression que ça s'est passé. Enfin, c'est pas ça, il n'y a pas très très longtemps, mais quand même. 100 ans. 100 ans. Voilà, puisque c'est un centenaire. Voilà. On a l'impression que vraiment c'est frais, c'est maintenant. Oui, absolument, mais je crois que la sincérité, la liberté, l'authenticité, ça ne vieillit pas. Et si on écrit ce qu'on pense devoir écrire, indépendamment des courants littéraires, indépendamment des modes, alors ça ne vieillit pas. Comme il était curieux, Raymond Radiguet, par exemple, s'est intéressé au dadaïsme. Après, il s'est intéressé au surréalisme. Il a fréquenté naturellement Zara et Breton. Mais très vite,
il s'est rendu compte que c'était un phénomène de mode. Et il a écrit ce qui lui a fait, là encore, quelques ennemis, dont Breton, qui était vraiment très fâché, mais Zara ne l'était pas beaucoup moins. Dada est un cul-de-sac. Donc, à ce moment-là, il est revenu, justement, au classique, ce dont je parlais tout à l'heure. Il s'est rendu compte qu'il devait écrire indépendamment des modes. Et force est de constater qu'aujourd'hui, le dadaïsme ou le surréalisme n'est plus tellement lu, que je sache, alors que les romans de Raymond Radiguet le sont toujours. Il a beaucoup fréquenté de musiciens, de compositeurs. Il avait autour de lui des amis très cosmopolites, différentes, je dirais, des arts, presque tous les arts vivants en quelque sorte. Surtout les compositeurs. Oui, absolument. Parmi les amis les Poulenc. plus chers, Poulenc et Georges Auric sont vraiment importants. D'ailleurs, pour ramener un petit peu aussi à la famille, Raymond Radiguet a fait intervenir Francis Poulenc pour aider Paul, le père de Chloé, et René, notre frère. Et pour Paul, il l'a fait engager dans la maison de Poulenc, qui ensuite est devenue Rhône Poulenc. Mais pour la musique, oui, c'est très étonnant, parce que je ne crois pas qu'il ait une culture musicale à proprement parler, mais il a découvert la musique très tôt. Il a aussi été très proche de Satie, pour lequel il avait une affection particulière, partagée, vraiment. Satie, qui était beaucoup plus âgé, disait à quel point il était impressionné par Raymond Radiguet. Il y a cette très jolie anecdote que je raconte souvent, mais où quand il y avait des dîners comme ça, avec tous ses amis, Paul Morand, je ne sais pas, Cocteau, Picasso, etc., et les compositeurs, Satie disait, Radiguet arrivait en retard en général à ces dîners, et Éric Satie dit, il suffisait que Raymond Radiguet rentre dans le restaurant ou dans la pièce où se tenait le dîner pour que le silence se fasse à table. Simplement, l'apparition, il impressionnait beaucoup, y compris ses aînés, par ce regard, par ce silence. En tout cas, nous sommes nous-mêmes très impressionnés en lisant, parce qu'on croit savoir, et quand on relit, on se souvient de tout, parce qu'on peut poser la question à tout le monde, vous avez lu le bal du comte d'Angèle? Oui, bien sûr. Quelle est l'histoire? Enfin, il y a un flou, et tout à fait la même chose. Les gens ont gardé des titres, et en même temps, ils ont gardé Radiguet. Voilà. Moi, je me rappelle une phrase que j'ai toujours dite, surtout quand il y a eu des départs, des ruptures, etc. Amiral, ne crains pas de déchoir en agitant ton mouchoir. C'est ainsi qu'on chasse les mouches du passé. Il lisait mieux, bien sûr, je ne le connais pas par cœur. Et c'est dans l'adieu au coq, je crois. Non. Oui, c'est ça qui était repris dans Les Jeux en feu. Oui, Les Jeux en feu, justement. C'est l'alphabet. C'est dans quoi? Alphabet. Le poème Alphabet. Voilà. Le C'est très beau. Amiral qui a été mis en musique par Éric Satie, justement. Oui. Vous allez le mettre en musique? Peut-être. Après Satie, ça va être un peu... Vous avez lu les livres? Oui, j'ai lu les livres. Oui. Si je peux me permettre, peut-être que l'affection avec les musiciens, c'est que je pense que les musiciens qu'il a côtoyés étaient justement très libres dans leur tête, et que je pense que peut-être il y a une corrélation entre cet espace de liberté qu'on a dans notre inconscient et dans notre conscient. Peut-être c'est la même pour la littérature, peut-être. Enfin, ça m'est venu juste là en écoutant ce qui se disait. Voilà, moi je dirais ça. Moi je retiens que c'est la liberté, un homme libre. C'est ça, voilà ce que vous dites. Voilà. Et je pense que aussi les compositeurs avec lesquels il était ami étaient avec une très grande maîtrise aussi des outils de la composition, de la même manière que Radiguet les avait par rapport à la littérature, à l'écriture. Voilà, je pense c'est ça un peu pour moi, la symbiose devait être là. Ouais. Nous allons peut-être maintenant demander, parce que j'ai beaucoup aimé les témoignages qui étaient là, vraiment. Ils sont touchants, même ceux qui sont raides sont touchants. Et en même temps, on reconnaît un peu la société d'aujourd'hui, parce que c'est un peu la même chose avec les amis, les courtisans, ceux qui voyissent, etc., etc. Mais nous avons choisi quelques-uns que peut-être Rita va lire. Déjà, elle va nous lire Le Coq, justement. Voilà. Les adieux du coq. Recueille les joues en feu. Que le coq agite sa crête où l'entendent les girouettes. Adieu, maison aux tuiles rouges, il y a des hommes qui bougent. Âme, ni mon corps n'était né pour devenir cette momie. Bûche,
devant la cheminée dont la flamme est ma seule amie. Vénus aurait mieux fait de naître sur le monotone bûcher devant lequel je suis couché, la guettant comme à la fenêtre. Nous ne sommes pas en décembre. Je ne serais guère étonnée, pourtant, si, dans la cheminée, un beau matin, je vois descendre Vénus en pleurs, du ciel chassée, Vénus dans ses petits sabots de Noël, les moindres cadeaux sont luxueusement chaussés. Mais, écho, je sais que tu mens par le chemin du rameneur, comme un miroir déformant divers fantômes du bonheur, à pas de loup vers moi venu, surprirent corps et âme nus. Bonheur, je ne t'ai reconnu qu'au bruit que tu fis en partant. C'est beau, c'est très beau. Merci. Nous allons continuer aussi un peu dans les témoignages. Il y a eu Joseph Kessel qui a fait un très beau témoignage dans le livre aussi qu'on a retrouvé. Joseph Kessel. Radiguet, mon ami, plus jeune que moi de 5 ans, enfant perdu pendant qu'au front, les adolescents devenaient soudain des hommes. Vous m'avez tant appris, vous m'avez d'un mot sauvé de tant d'erreurs que vos conseils me guideront toujours. Et de vous avoir connu tel que vous étiez vraiment, sans le phare des potins et des échos, d'avoir obtenu le don de votre affection, sera une des plus hautes fiertés de ma vie. Raymond Radiguet, 1972. Marie Laurencin. Marie Laurencin. C'est comme un portrait qu'on voudrait faire, ressemblant et si changeant. Parc Montsouris, c'est le soir où Raymond Radiguet s'est perdu et endormi dans le parc. Une femme a chanté, si émouvante. Hommage à Radiguet, 1923. Poulenc. Ah, Poulenc. Au bord de la Marne. Poulenc, septembre 1946. La dédicace à la mémoire de Radiguet est très significative sur le ton « bord de la Marne » de cette mélodie. Je ne sais pourquoi, je songe plus que jamais cet été, en travaillant au bord de la Marne de mon enfance, où nous nous retrouvions, Radiguet et moi, voici 25 ans, journal de mes mélodies. Et je crois que ce qui m'émeut le plus, c'est Valentine Hugo, la lettre où elle reprend presque tout jusqu'à la fin. Ah oui. Valentine Hugo. Durant 4 années, Raymond Radiguet avait été notre ami, notre jeune frère. Il devait l'être encore durant la dernière de sa vie. Notre maison fut si souvent la sienne que je ne peux imaginer nos appartements des rues Montpensier et Chateaubriand sans l'y voir. À la fin de longues soirées chez les uns et les autres, il revenait avec nous au Palais Royal car il était trop tard pour qu'il puisse retourner chez ses parents au parc de Saint-Maur. Je lui installais, parfois dans un réel vertige de fatigue et de sommeil, nous menions une vie folle de poulains échappés, un lit sur le divan de la salle à manger, pleine de bateaux, de livres, de bizarreries, tapissé de papier goudronné, recouvert d'un treillis de ficelles qui sentait bon les quais des voyages. Et il dormait là, devant une lithographie ravissante, représentant Shelley avec son air rêveur de jeune fille noyée. Ce qui lui pesait le plus, c'étaient les innombrables rubans de bérets de marin
qui rayaient horizontalement les murs de leurs inscriptions dorées sur fond bleu. En 1923, naturellement, Raymond Radiguet était plus grand, plus fort. Son teint pâle était hâlé par le soleil du midi, où il allait souvent, où il devait aller pour la dernière fois durant l'été de cette même année. Mais les expressions de son visage n'avaient pour ainsi dire pas changé. Son regard, qui pouvait être si enfantin, rieur, dans la détente du matin, était le plus souvent grave et hautain. Il devenait quelquefois le soir le regard d'un homme qui a vécu toute une vie en 7 ans, fatigué, désabusé, quelquefois féroce. Le matin, l'enfant reparaissait. Avec le premier déjeuner venaient les boutades du jeune garçon, les rancunes juvéniles, au cours de la journée les plaisanteries assez naïves, et les moues charmantes faisaient place à la moue d'amertume. Et alors, les paroles tombaient lourdes de bon sens et de clarté judicieuse. Nul n'était épargné dans ces terribles jugements d'adolescents. Et puis tout à coup, éclairant ce visage sévère, un grand rire très franc, plein de dents éclatantes, un regard d'eau trouble, ensoleillé, une détente de jeune animal qui s'ébroue, enfin, ramenait entre nous le calme abandon, la pureté reposante d'un contact fraternel et innocent. Comme il était lucide, cependant, à toute heure, sur cet endroit très beau, où nous avions passé presque 2 mois, dans un enchantement certain, un malaise planait, cependant, un malaise inexprimable, à la fois physique et moral. Nous étions tous là, amicaux et fraternels comme les branches d'un même arbre. Mais sur les photographies qui furent prises là-bas, nous avons tous un peu l'air d'habitants stupéfaits et muets d'un maléfique aquarium. Je crois que nous étions tous un peu malades de quelque chose qui était mystérieusement présent. Pour Raymond Radiguet et pour moi, c'était plus grave. Lui préparait doucement, implacablement une fièvre typhoïde mortelle. Quant à moi, je n'étais menacée que d'une fausse fièvre typhoïde, une fausse fièvre de Malte et une vraie péritonite. Quand ces biographies ont affirmé depuis, les uns après les autres, que Radiguet était mort sans le savoir, ils ne disaient pas la vérité. Je peux leur opposer. Qu'en savez-vous? Puisqu'il est mort seul dans sa chambre de la clinique de la rue Piccini. Je peux affirmer que dans les premiers mois de 1924, cela était une sorte de scandale dont on ne parlait qu'à voix basse. Personne n'avait été le témoin de la mort du pauvre enfant. N'avait-il pas repris connaissance durant un instant, quelques minutes, 1 heure, 2 heures peut-être? Un ami commun m'avait écrit en décembre à la clinique Tedena, le jour où Raymond était exposé, quasi seul, rue Piccini. Je n'avais jamais vu un visage aussi désespéré, aussi déçu, aussi terrible. Il y a 30 ans, La Parisienne, décembre 1953. Je trouve ce passage excessivement émouvant. Cette façon de reprendre ce visage. Vous avez... Maintenant, on va écouter Eric.
Cette rose qui meurt dans un vase d'argile attriste de mon regard. Elle paraît souffrir et son fardeau fragile sera bientôt épars. Les pétales tombés dessinent sur la table une couronne d'or. Et pourtant un parfum subtil et palpable vient me troubler encore. J'admire avec ferveur tous les êtres qui donnent ce qu'ils ont de plus beau et qui, devant la mort, s'inclinent et pardonnent aux auteurs de leurs mots. Et c'est pourquoi pencher sur cette rose molle qui se fane pour moi. J'embrasse doucement l'odorante corolle une dernière fois. Et pour que la rose vive, voilà dans l'initiative de Rita, Rachel. Merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. C'était à son initiative. Merci. On a voulu faire quelque chose d'un peu familial, comme une soirée, avec vous tous. On n'a peut-être pas beaucoup parlé du génie, de tout ça, mais en même temps, on a fait vraiment quelque chose de familial. Et on a voulu comme une soirée. J'espère, avant que je demande au public de poser les questions, que ça a été. Je voudrais juste dire une dernière chose. Il n'y avait pas beaucoup de musique dans la maison de Raymond. Chez mon père non plus. Eric a dit tout à l'heure qu'il avait des livres et du vin. Il a, à 70 ans, pris des cours de dessin, ce qui est un peu bizarre. Mais je ne sais pas comment il a su qu'Eric avait envie d'une guitare. Peut-être qu'il lui a dit tout simplement. Mais c'est assez curieux et touchant qu'il ait fourni son premier instrument à Eric alors que lui n'avait pas d'attirance spéciale pour la musique. C'est dire qu'il était attentif comme Raymond l'a été. En tout cas, il était attentif, il avait la notion d'injustice, Raymond Radiguet. Il était grave, mature, libre. Julien était libre. Il est libre. Eh bien, et en même temps... heureusement que tu es là, tu vois. Franchement, formidable, voilà. Avec la guitare. Merci beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant que le public
ne prenne la parole. Non, vous dire merci à vous. Je vous en prie, c'est rien, on va dire merci, c'est rien du tout. On a fait au mieux. Alors, des questions? Pour ceux qui me connaissent un peu, la question ne sera pas très surprenante. Où sont les archives? Alors, les archives sont éparpillées. Il y a des choses à la Bibliothèque nationale dans laquelle vous officiez, chère madame. Il y en a à la bibliothèque Jacques Doucet, il y en a à la bibliothèque historique de la ville de Paris, enfin il y en a un petit peu partout. Il y en a chez des particuliers, beaucoup. Un certain nombre d'archives collectées, récupérées, ou je ne sais pas, conservées, je ne sais pas comment dire, par Jean Cocteau, à la mort de son fils, donc à la mort d'Édouard d'Hermite, ont été hérités, en somme, par Pierre Berger. Pierre Berger en a conservé certains, mais il en a vendu beaucoup. Donc là encore, les choses sont très dispersées. Les manuscrits des romans, la Bibliothèque nationale en a une version, je parle du diable, pardon, mais Raymond Radiguet écrivait sur des cahiers d'écoliers, donc il a fait plusieurs versions du bal. La Bibliothèque nationale en a une. Il y en a une vendue très récemment à Drouot, et il en existe encore, non, chez Christie's, pardonnez-moi, et il en existe encore une troisième chez un particulier. Voilà, donc c'est vraiment très, très disparate. Et pardon, aussi à l'IMEC, Chloé me fait remarquer justement qu'il y a aussi des choses à l'IMEC. L'Institut de la mémoire de l'édition contemporaine. J'ai récupéré le micro, alors j'en profite. Tout d'abord, bravo pour ce bel hommage à Raymond Radiguet. Puis j'ai été très sensible à l'hommage que vous avez rendu à Valentine Hugo, dont j'aime beaucoup l'histoire, qui était une grande artiste, qui était éclipsée par son mari, Jean Hugo, et qui est morte de façon misérable. Donc elle revit un peu grâce à vous ce soir. Ma question, c'est est-ce que Radiguet était libre, mais est-ce qu'on peut le qualifier de libertaire? Et si oui, ça lui venait d'où? Je crois que libre, libertin, libertaire, tout ça à la fois, mais c'est la même chose, c'est la liberté. Je pense en effet qu'il était de fait, en quelque sorte, anarchiste, comme l'était aussi son père. Quand on est à distance de la réalité, de l'actualité, quand on n'obéit à aucun dogme, qu'on n'est dans aucun parti, aucune chapelle, on est libre. On a essayé de rattacher le père de Raymond Radiguet à la droite, de manière tout à fait erronée. Des gens nous posent parfois des questions concernant Raymond Radiguet. Que croyez-vous qu'il aurait fait pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Bon. Des écrivains de droite, et même de l'extrême droite, se sont, après-guerre, en quelque sorte, on considérait que Radiguet était l'un des leurs, etc. Enfin, mais je crois que comme tous les gens libres, chacun essaie de les rapprocher de sa propre chapelle, et ça ne marche évidemment jamais. Donc je crois qu'il était à la fois libertaire, sans doute, au sens anarchiste, libertin aussi, libre en tout cas. J'ai pas bien compris. Donc, il n'était plus au programme scolaire et maintenant il y est à nouveau. Non, mais Mais les professeurs de lettres, apparemment, un certain nombre d'entre eux, en tout cas, continuent de faire découvrir Raymond Radiguet malgré son éviction des programmes scolaires. Mais ce qui est très amusant, enfin, le mot amusant étant le plus mal choisi, je pense, je trouve ça très triste, mais le Diable au corps aujourd'hui fait encore scandale, mais pour des raisons qui ne sont pas du tout les raisons d'origine. Le Diable au corps, naturellement, a fait scandale parce qu'un jeune homme vivait une histoire d'amour avec une femme plus âgée, que le mari de cette femme était au front, défendait l'honneur de la France, etc. Donc on comprend aisément le scandale. Aujourd'hui, le monde a changé, et ce qui choque beaucoup
en particulier les jeunes filles, c'est qu'elle trouve que ce mec était quand même incroyablement macho. Voilà, j'ai entendu ça. Et ça, le scandale du livre, c'est non, vraiment, ce livre, c'est pas possible, parce qu'il se comporte très mal avec cette femme. Et la notion, en tout cas, de scandale lié à l'histoire, lié à la guerre, lié à la différence d'âge aussi, tout ça a disparu. Donc, c'est amusant de voir comment le prisme de l'époque fait lire les choses différemment. Vous avez parlé de relations glacées, mais le diable au corps, c'est la glace qui brûle, il me semble. Oui. Plutôt que la glace. Oui, c'est très juste. Non, très juste. Anne. Juste par curiosité, je ne sais pas si vous avez la question, Raymond Radiguet est né pratiquement en même temps que le cinéma, et je voulais savoir quel était son rapport au cinéma, s'il s'intéressait à l'art cinématographique. Oui, dans des années, avec des amis, les amis du samedi soir, les samedistes, ils allaient voir tous les films de Charlot dont il étaient les sorties, ils voyaient tous les autres films aussi, et ils aimaient aussi aller à la foire pour les manèges, je sais pas. Il y avait des films aussi dans les baraques. Ah oui. Moi je ne savais pas, mais j'y étais pas, apparemment vous y étiez. Oui, non, il y avait une vraie... Mais la curiosité, là encore, toutes les formes d'expression artistique, oui, l'intéressaient et intéressaient cette bande de samedistes, qu'ils soient musiciens eux-mêmes, écrivains, peintres, etc., tous allaient au cinéma ensemble. Et en effet, les films de Charlie Chaplin sur les grands boulevards, sur le boulevard de Clichy, mais aussi dans les baraques de fêtes foraines, il y avait des images animées, et ils y allaient, et ils appréciaient beaucoup ça. Il allait beaucoup aussi au théâtre. Il allait aussi à chaque manifestation des ballets russes. Il allait un peu partout. Il était vraiment très curieux. Et il est allé voir toutes les pièces de Max Jacob. Il faut le dire, parce que c'est vrai que Max Jacob a été très important. Il lui a écrit sur les indications du rédacteur en chef pour lequel il avait travaillé. J'ai André Salmon, pour le nommer, parce que ça m'était sorti de l'été, et en envoyant un poème. Et Max Jacob lui a dit « Venez me voir demain ». Il a été conquis par les poèmes, et après il a été conquis aussi par Raymond. Et il a fait connaître plein de gens à Raymond. C'est par lui, je crois, qu'il a rencontré les gens du bateau Lavoir, qu'il n'avait pas déjà connus, puisqu'il avait été à Montparnasse dès ses 16 ans, et qu'il avait pris des cours de dessin poussés par son père. Mais alors lui, le dessin, il n'était pas très, très bon. Donc il s'est tourné. Cela dit, il était aussi ami de sculpteurs, comme Brancusi, Arp aussi. Il avait vraiment une curiosité extraordinairement étendue et il s'intéressait beaucoup à toutes les formes d'art. Quelque chose qui me vient à l'esprit que j'aurais pu un peu vérifier par moi-même. Je voudrais savoir si vous avez connaissance du fait que Radiguet soit beaucoup étudié. Autrement dit, est-ce qu'il y a déjà eu de nombreuses thèses en France ou à l'étranger, des articles? Parce que dans ce cas-là, il pourrait y avoir une poussée, ça se passe parfois comme ça, pour que Radiguet soit l'auteur, pour le XXe siècle, un de ses jours à l'agrégation. Et ça change la légitimité et la renommée d'un écrivain. Mais écoutez, en tout cas, on ne demanderait pas mieux que ça se produise, mais pour répondre à la question, il y a eu en effet un grand nombre de thèses, en France comme à l'étranger. Il faut savoir que les œuvres de Radiguet, à commencer par Le Diable au corps, ont été traduites dans le monde entier, et 36 langues. Et donc il y a eu des thèses aux États-Unis, et assez récemment d'ailleurs, l'année dernière au Japon. Mais enfin, oui, et bien sûr en France. Donc c'est un sujet de maîtrise, c'est un sujet de thèse. Je vais moi-même poser une question encore. Est-ce qu'il a aimé Valentine Gault? Probablement. On n'y était pas. On n'y était pas. En tout cas, il les a beaucoup fréquentés tous les deux.
Et il disait, Jean Hugo disait, nous étions comme des frères, en incluant Valentine dans les frères. Ça ne répond pas. Merci beaucoup. Déjà, un grand merci à Anne Ghisoli, à l'équipe, à la librairie Gallimard, de nous avoir reçus, aux intervenants, Eric, Julien, Chloé, Rachel, Christophe, Alain qui était aussi dans les coulisses, et à tout le monde, à vos questions aussi. Par contre, on n'a pas fini. Je fais un quiz. En cadeau, celui qui répondra ou celle qui répondra le plus vite et qui cumulera le plus de points aura un livre gratuit qui est déjà à la caisse et qu'il attend et qu'il pourra faire dédicacer. Voilà. Donc, nous aurons 2 lauréats de toutes les façons. En 5 lettres, attention, le nom d'un conte raconté par Radiguet. En 5 lettres. Il faut lever le doigt, là, vous êtes plusieurs. Angèle. Angèle, bon, on va prendre. Les joues dont a parlé Rachel au nom de Radiguet étaient comment? En feu, vous avez dit en feu, voilà. Là-bas. Voilà, voilà. Qui était celui qu'on appelait le veuf sur le toit? Qui Radiguet a probablement aimé? C'est une femme, sans qu'il ne le dise. Oui, qui a dit? Valentine. Qui est le compositeur qui se rappelait souvent Radiguet quand il était au bord d'une rivière où était né Radiguet? Poulenc, juste. Comment s'appelle le mari de Marthe, la maîtresse de Radiguet dans Le Diable au corps? Ceux qui savent se taisent. Tout le monde sèche. Jacques. Comment s'appelle la nièce de Radiguet ici présente? Son prénom. Le neveu de la nièce. Celle qui a été la voix pendant un moment. Voilà. Et comment s'appelle cette librairie? Ah, vous avez tous gagné là. Maintenant, quel poème se trouve en page 45 des œuvres complètes et qui fait référence à la mythologie? Vous savez? Le tombeau de Vénus. Voilà. Voilà. Un grand merci. Je ne sais pas qui a gagné. Combien sont-ils? Il y en a 3 en tout cas apparemment. Mais on aura 3 livres. Alors, ceux qui pensent avoir gagné, parce qu'on n'a pas pu compter, vous êtes tellement intelligents. Battez-vous. Il y en a 3. Voilà. 5 Il y a eu 5 bonnes réponses. 5 bonnes réponses. Alors, les 5, il y a 5 livres à la caisse. Voilà. Différents livres, mais 5. On va en faire 5. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Anne. Oh, bravo, bravo à tous. Merci, merci, merci. Merci aux musiciens. Merci aux écrivains, à ceux qui ont écrit, à ceux qui ont ralloté, à la conteuse et à vous tous ici présents et à la librairie Anne. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Radiguet, 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 Radiguet. Et c'est la dédicace, s'il vous plaît. Merci beaucoup.